Très bien, mes chers collègues. Bonjour à tous. On commence cette session par une élection, puisque vous le savez, notre collègue Frédéric Valletoux est député de Seine-et-Marne et vice-président de cette délégation depuis le début de la mandature, aux côtés de Thomas Cazenave, puis à mes côtés, a été nommé ministre délégué chargé de la Santé. Et donc, il nous revient de lui trouver un successeur par un scrutin qui va se dérouler dans quelques instants. Avant de procéder à ce scrutin, je voudrais souhaiter la bienvenue à M. Didier Padet, député de la Savoie, ici présent, qui succède à Marina Ferrari, également députée de la Savoie, c'est tout à fait logique, pour le groupe démocrate. Bienvenue à lui, je crois tu es toujours maire pour quelques jours encore ou tu as tout juste démissionné. Voilà, donc tu connais bien la matière locale. En général, on n'arrive pas ici tout à fait par hasard. Et on n'y reste pas par hasard non plus d'ailleurs. Bienvenue à toi Didier. Et puis je voulais vous indiquer que pour ce qui est du groupe Horizon, et donc pour ce qui est de la succession de M. Valletoux en tant que membre du groupe Horizon, on parlera après de la vice-présidence, c'est M. Laurent Marcangeli, député de Corse du Sud et président du groupe Horizon, qui siégera dans nos rangs. L'ordre du jour appelle donc maintenant l'élection d'un vice-président de la délégation, fonction vacante, avec la nomination de M. Frédéric Valletoux comme ministre. Je rappelle que nous avons 4 vice-présidents, Stella Dupont, Lionel Royer-Perrault et Christine Pires-Beaune, donc 3, et donc il faut pourvoir ce 4e poste. Je vous rappelle les dispositions des alinéas 4 à 6 de l'article 39 du règlement qui sont applicables aux délégations. Les bureaux des commissions sont élus au scrutin secret par catégorie de fonction. Lorsque pour chaque catégorie du rapport que je présente à tous, pour ce qui est de la délégation collectivité territoriale et à la décentralisation, rapport que je dis présenté en votre nom à tous, puisqu'il s'agit du rapport qui fait suite aux rencontres que nous avions organisées le 1er février dernier en salle Lamartine sur le thème
des politiques de redynamisation des villes petites ou moyennes et de la ruralité. Concrètement, il s'agissait de se demander, c'était d'ailleurs la question que nous posions dans le titre de ces rencontres, si à travers les programmes Action Cœur de Ville, Petites Villes de demain et Villages d'avenir, nous avions assisté à une forme de retour de l'aménagement du territoire. Il s'agissait de se demander quelles avaient été les caractéristiques et les raisons du succès de certains de ces programmes, et en particulier d'Action Cœur de Ville, pour lequel on commence à avoir un certain recul de 5 ou 6 ans selon la date qu'on considère comme étant son véritable point de départ. Et du coup, quelles pouvaient être les critiques aussi qui pouvaient être adressées à ces dispositifs, et proposer un certain nombre de suggestions, notamment pour Village d'avenir, qui est un dispositif qui vient d'être lancé et pour lesquels on est encore dans les phases de réflexion et d'écriture de projets dans la plupart des cas. Avec cette 3e édition, donc le 1er février dernier, ces rencontres de la délégation aux collectivités territoriales se sont affirmées, je crois, comme un marqueur de notre délégation, par un format original dans lequel des experts, des professionnels de la société civile sont conviés à venir partager leurs connaissances et leurs points de vue sur une thématique précise impliquant les collectivités territoriales, puis à dialoguer avec les élus locaux et les parlementaires, de sorte à favoriser l'émergence d'un diagnostic commun et de propositions utiles pouvant faire l'objet, si nécessaire, d'actes réglementaires ou législatifs. Je voudrais d'abord rappeler ce qui nous avait conduit avec le bureau à proposer ce thème des politiques de redynamisation des villes petites ou moyennes et de la ruralité pour ces rencontres du 1er février dernier. Ce qui nous avait conduit à cela, c'était le contexte qui avait été celui du lancement, ce contexte de désertification des artères commerçantes, de fermeture des magasins en centre-ville, de désindustrialisation des années 80-90 qui avait parfois frappé assez lourdement nos villes moyennes, puisqu'on sait que la France était et est toujours un pays d'industrie diffuse, de perte d'attractivité de certaines villes petites ou moyennes, qui sont une préoccupation aujourd'hui encore des élus locaux et des acteurs du commerce de proximité depuis plusieurs années. La récession des années 2008-2009, puis la pandémie du Covid-19 ont accru la pression sur les magasins traditionnels. Et le commerce de proximité est aujourd'hui, nous le savons, mis à rude épreuve par les défis nouveaux qui le contraignent à évoluer, ceux des canaux de distribution concurrents, des nouvelles tendances de consommation ou de l'usage accru des technologies digitales. Toute évolution qu'a rappelé lors de ces rencontres, notamment le secrétaire général du Conseil national du commerce, Thierry Mandon. Face à ce qui pouvait être considéré en 2017-2018 comme une forme de spirale de la désespérance pour ces villes petites et moyennes, pour reprendre les termes employés par Gilles Averrousse, président de Villes de France, lors de ces rencontres, les initiatives ces dernières années se sont multipliées partout en France pour faire revivre les centres-villes des petites et moyennes villes. Retour des cafés et restaurants par l'activation d'une foncière commerciale dans le cœur historique de Châteauroux dans l'Indre, création de nouvelles halles dédiées au commerce à Saint-Dizier, création d'un service gratuit de transport électrique urbain et d'un cinéma dans l'ancienne halle à tabac à Saverne dans le Bas-Rhin, création d'un tiers-lieu culturel et touristique en lieu et place d'une friche administrative à Saint-Dié-les-Vosges, par exemple. Aussi différentes soient-elles, ces réalisations dont je viens donner une petite liste rapide, dans des villes moyennes, ont en commun de s'inscrire dans le cadre du programme national Action Cœur de Ville. Je souhaite rappeler d'abord ce que ce programme doit au ministre d'alors de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, qui avait longtemps été conseiller municipal et président de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, donc bon connaisseur de ces difficultés des villes moyennes. Jacques Mézard qui considérait nécessaire une action publique spécifique pour aider les villes moyennes, présentant les caractéristiques de territoires délaissés ou dévitalisés. Je tiens également à saluer dans les moteurs qui ont conduit au lancement de ce programme en 2018, saluer le rôle actif de la Fédération des villes moyennes, devenue Villes de France, pour que soient mises à l'agenda de l'exécutif de l'époque les préoccupations des villes petites ou moyennes. Par la suite, les étapes du lancement d'Action Cœur de Ville sont bien connues. Du discours du Premier ministre Édouard Philippe à Cahors le 14 décembre 2017 au lancement officiel du programme par le Président de la République à Saint-Dié-des-Vosges le 18 avril 2018, en passant par l'annonce des communes retenues quelques semaines plus tôt.
L'ambition affichée d'Action Cœur de Ville était, je cite, de faciliter le retour des commerces au centre-ville, de rendre la ville plus confortable, plus adaptée aux usages contemporains, plus accessible et plus belle aussi. Des propos qui sont ceux qu'Édouard Philippe avait prononcés à Cahors, dans le discours que je viens de mentionner, et qui entraient en résonance avec ceux qu'avait utilisé 60 ans plus tôt, en février 1950, Eugène Claudius Petit, ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme, qui défendait à l'époque l'idée d'un plan national d'aménagement du territoire destiné à donner aux hommes de meilleures conditions d'habitat, de travail et de plus grandes facilités de loisirs et de culture à travers une meilleure répartition des populations et des activités économiques sur l'ensemble du territoire. Pourtant, le mouvement qui s'est amorcé en 2017-2018, même si son ambition peut faire écho à ces mouvements historiques d'aménagement du territoire, diffère profondément de cette époque souvent mythifiée et identifiée à un objet, la DATAR, qui était cette figure emblématique de l'administration de mission qui se voyait confier des objets et la coordination de grands programmes nationaux comme le désenclavement routier de la Bretagne ou l'aménagement du littoral du Languedoc-Roussillon, par exemple. Et si l'élan qui a été initié en 2017-2018 diffère de cette époque, je le disais, parfois mythifiée, c'est parce que, notamment, les grandes lois de décentralisation des années 80 ont conduit à l'émergence de pouvoirs locaux, et ici, dans cette délégation, nous nous en réjouissons, sans lesquels, ces pouvoirs locaux, aucune politique publique de proximité n'est aujourd'hui possible. Et elles ont conduit aussi, ces grandes politiques de décentralisation, à un repositionnement de l'État par rapport aux enjeux territoriaux. Les élus locaux ont désormais un rôle central dans le processus décisionnel, y compris pour des programmes nationaux. Et telle est la marque de fabrique, précisément, une des caractéristiques les plus frappantes des programmes Action Cœur de Ville, Petites Villes de demain et Villages d'avenir, reposés sur l'initiative des élus locaux. Je serai amené à y revenir. La première table ronde de nos rencontres, le 1er février dernier, a confirmé la satisfaction générale des acteurs locaux et nationaux vis-à-vis de l'approche résolument décentralisée de ces programmes nationaux de redynamisation que sont Action Cœur de Ville, Petites Villes de demain et Villages d'avenir. Ce sont les élus, maires en tête, qui définissent eux-mêmes, portent et mettent en œuvre les projets qui se déploient dans ces programmes. L'État vient en appui des initiatives territoriales dans une démarche qui est considérée par tous comme très respectueuse des agendas locaux. C'est une méthode qui diffère profondément de ce qu'on a vécu en France dans les politiques d'aménagement du territoire jusque-là. Une méthode qui a été voulue, je le disais, par Jacques Mézard. Méthode qui impliquait d'aller vite, certes dans une même temporalité, mais en traitant de façon transversale l'ensemble des leviers de la redynamisation, notamment l'amélioration de l'offre de logement, l'accessibilité, le développement de la culture, du sport, des loisirs dans les villes moyennes. À contre-emploi, d'ailleurs, et il faut quand même le souligner, de ce que sont parfois ces interventions dans le débat public, la Cour des comptes, qu'on a plus l'habitude d'entendre effectivement dans des discours un peu durs vis-à-vis des politiques publiques, a entonné des propos plutôt laudatifs à l'égard du programme Action Cœur de Ville par la voix de la présidente Catherine Démier, saluant la réelle dynamique insufflée par ce programme aux villes moyennes et son caractère de facilitateur du développement des projets structurants portés par les maires et les présidents d'EPCI. Cette logique partenariale et décentralisée, qui est vraiment la marque de fabrique d'Action Cœur de Ville, a ensuite été déclinée dans les programmes Petites Villes de demain depuis 2020 et Villages d'avenir depuis 2023, qui, comme l'a rappelé le président de l'Association des maires ruraux de France, Michel Fournier, sont des dispositifs héritiers du dispositif Action Cœur de Ville. En dépit de leurs différences, ces deux programmes visent bien à faire bénéficier de ces nouveaux modes d'accompagnement les petites villes et les communes rurales qui n'entraient pas dans la maille démographique définie pour Action Cœur de Ville, qui se situait globalement entre 15 000 et 80 000 habitants pour la quasi-totalité des cas. Parallèlement, ces nouvelles politiques publiques de redynamisation ont conduit, et c'est un autre élément de bilan, l'État à se redéployer dans les territoires.
en cherchant à apporter une ingénierie et un soutien financier aux projets conçus par les collectivités territoriales. Les opérateurs nationaux se sont structurés pour être davantage aux côtés des acteurs locaux, comme en témoigne la présence et le rôle vraiment très important, y compris financièrement, dans le programme Action Cœur de Ville, d'opérateurs comme l'ANA, l'Agence nationale à l'amélioration de l'habitat, ou Action Logement, mais aussi, je parlais de transformation tout à l'heure au plus près des territoires, ça n'est pas tout à fait un hasard, comme l'a souligné Olivier Zichel, directeur général délégué de la Caisse des dépôts et consignations, si la création de la Banque des territoires en 2018 a coïncidé presque exactement avec le lancement du programme Action Cœur de Ville, comme une traduction de l'injonction ou l'invitation de l'exécutif du côté vis-à-vis de la Caisse des dépôts et consignations à être plus près des territoires et à mobiliser davantage qu'elle n'avait l'habitude de le faire ces crédits dans des villes moyennes, parfois éloignées des métropoles. Je parlais de l'effet que ces programmes, et en particulier Action Cœur de Ville, ont eu sur l'organisation de l'action de l'État. C'est un constat qui vaut également pour la création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires en 2020, qui devait symboliser le retour de l'État en matière d'aménagement du territoire. L'agence est spécifiquement chargée, dans la loi qui l'a créée, je cite l'intention du législateur, de conseiller et de soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements dans la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur de la revitalisation commerciale et artisanale des centres-villes et des centres-bourgs. Une des questions qui a parfois été évoquée lors de nos rencontres et qu'on a retrouvée récemment lors d'une audition est celui de la complémentarité et parfois de la concurrence de l'ingénierie proposée par l'ANCT avec celle qui existait déjà sur nos territoires. Je pense à l'ingénierie des agences d'urbanisme ou des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, les CAUE, bien connus notamment dans nos territoires ruraux. Les rencontres du 1er février ont aussi mis en évidence des attentes très fortes vis-à-vis de l'ANCT, qui reste un acteur insuffisamment identifié dans certains territoires, attentes très fortes plus globalement en matière d'accompagnement en ingénierie pour nos villes moyennes. Naturellement, l'État ne doit pas et ne peut pas tout faire. Et beaucoup des intervenants de ces rencontres ont insisté sur le fait que ça n'était pas à l'État de définir des projets de territoire. Et qu'à chaque fois qu'on s'était trouvé dans une situation où il semblait que l'inspiration dans des programmes Action Cœur de Ville pouvait venir d'ailleurs que du maire, ces programmes avaient été des échecs. Je parle de situation locale, puisque globalement, à l'échelle nationale, c'est bien un grand succès que ce programme qui a été salué lors des rencontres. Or, si on parle de projet de territoire, et beaucoup des intervenants y sont revenus, on entend aussi nécessité d'une complémentarité et d'une vraie cohérence de vue entre la commune et l'intercommunalité. C'est à l'échelle des intercommunalités que l'action acquiert une cohérence d'ensemble, que les moyens peuvent être mutualisés. Et ce constat que l'ingénierie de proximité se trouve souvent d'abord et en premier ressort du côté de l'intercommunalité est un constat qui vaut encore davantage pour les programmes Petites Villes de demain et Action Cœur et Villages d'avenir, dont on peut penser, comme l'ont fait certains intervenants lors des rencontres, qu'ils seront, ces programmes Petites Villes de demain et Villages d'avenir, d'autant plus des succès que les intercommunalités en question ont eu l'occasion de tester un certain nombre de solutions de redynamisation à travers le programme Action Cœur de Ville. De fait, une grande part des débats de nos rencontres a été occupée par des débats sur la place de l'intercommunalité dans ces programmes de redynamisation. Les exemples de Castillon-la-Bataille en Gironde, qui ont été évoqués par Mme Florence Leric, professeure de droit public, et de la Ferté-Saint-Aubin dans le Loiret, qui a été représentée par sa maire, Mme Constance de Pédichy, illustrent tout l'intérêt qui s'attache à l'implication de l'intercommunalité dans les politiques de redynamisation des villes moyennes, des petites villes et de la ruralité. J'ai pour ma part la ferme conviction qu'il s'agit là d'une condition essentielle de réussite des nouvelles politiques de revitalisation. L'intervention de l'EPCI me paraît devoir être systématisée, en particulier dans les territoires ruraux qui ont besoin d'un relais pour échanger avec l'État territorial. Aussi, il pourrait être utile d'inciter
les communes éligibles au programme Village d'avenir à s'engager dans une voie plus systématique d'opérations de revitalisation du territoire avec leur EPCI. Par ailleurs, les rencontres du 1er février ont mis en avant un certain nombre de faiblesses, y compris pour Action Cœur de Ville, et sur la pente comprise Petite Ville de demain et Village d'avenir, malgré le grand succès, je le dis, qu'a rencontré Action Cœur de Ville. Quelques faiblesses qui mériteront d'être portées, je le ferai, à l'attention de la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, en amont des prochaines échéances sur le plan du travail législatif. La première faiblesse qui a été pointée par certains des intervenants, c'est celle du raisonnement par strate démographique. Cette faiblesse a en particulier été pointée par M. Xavier Desjardins, professeur d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, dans son intervention lors de ces rencontres. Raisonnement par strate démographique qui était présente lors du lancement d'Action Cœur de Ville en 2018, qu'on a retrouvé en 2020 dans Petite Ville de demain, puis en 2023 avec Village d'avenir. La strate démographique, c'est-à-dire la taille de la population, ne suffit pas à définir une faiblesse. Et par exemple, dans le lancement de ces programmes, il n'a pas été tenu compte, dans l'identification des priorités et des villes prioritaires, aux critères de pauvreté ou de niveau d'équipement ou même de centralité. Et c'est parfois une faiblesse, et ça explique que dans la liste, on puisse avoir quelques surprises. Et de toute évidence, les difficultés qu'on peut retrouver dans des communes comme Longwy en Meurthe-et-Moselle, comme Bayonne dans les Pyrénées-Orientales ou comme Trappes dans les Yvelines, qui sont toutes les trois éligibles au programme Action Cœur de Ville, ne sont pas exactement les mêmes, et que prétendre les mettre sur le même plan dans un programme national, c'est certes satisfaisant en termes de dynamique globale, mais ça n'est pas exactement conforme parfois à la réalité des situations. Et c'est une faiblesse qui est liée à la volonté de raisonner par strate géographique et non pas par une approche spatiale, comme on pouvait la retrouver, par exemple, dans les programmes de redynamisation que j'ai cités dans les années 60, où on choisissait, par exemple, de travailler sur l'espace breton, qui était à l'époque la région la plus pauvre de France, il faut s'en souvenir, à travers un ensemble de politiques publiques, plutôt que par strate démographique. Seconde faiblesse de ces programmes à date, qui a été soulignée, mais je serai plus rapide sur ce point, par un certain nombre d'intervenants. Si les succès en matière de reconquête de logements vacants ont été parfois spectaculaires, si les succès du programme Action Cœur de Ville en matière de reconquête de friches, qu'elles soient administratives ou industrielles, ont parfois été spectaculaires, en revanche, en matière de commerce, nous ne sommes pas encore au bout de l'effort. Le commerce de centre-ville, aujourd'hui, continue à souffrir, y compris à travers la fragilisation de certaines franchises très présentes dans nos centres-villes, notamment en matière de commerce de vêtements. Autre difficulté, peut-être point aveugle du programme, il y a eu un élargissement de 222 au départ à quelques dizaines supplémentaires à l'arrivée du programme Action Cœur de Ville. Petite Ville de demain, un nombre plus étendu, puis à nouveau Village d'avenir, un nombre plus étendu. Et donc la volonté de répondre parfois à ce qui pouvait apparaître comme une forme de frustration de la part de communes qui n'étaient pas retenues dans un programme national a conduit à élargir de façon très large, très vaste dans chacun des programmes le nombre de bénéficiaires qui pouvaient mettre en avant des difficultés réelles en matière de redynamisation commerciale du centre-ville, d'entrée de ville, de quartier de gare, de transition écologique, d'adaptation au vieillissement de la population, au risque de la dilution des moyens et de la moindre efficacité à intervenir sur un territoire. C'est vrai que entre ce qui est en train d'être fait et ce qui a été décidé récemment en matière de logement pour essayer d'accélérer dans des territoires identifiés comme prioritaires, les 22 territoires engagés pour le logement, et la manière dont il a été procédé dans ces politiques de revitalisation, où l'éligibilité a parfois été étendue de façon très, très forte pour ne pas créer de frustration, eh bien on a un contraste relativement saisissant. Le risque, c'est celui de la banalisation de ces politiques de redynamisation, au-delà de l'élan initial à travers Action Cœur de Ville.
Enfin, dernière faiblesse potentielle, et ce sont tout autant des remarques et des pistes d'amélioration pour la suite, la temporalité des programmes de revitalisation. Nous le savons tous ici, Action Cœur de Ville a été prolongée jusqu'en 2026 et donc aura duré, s'il s'arrête en 2026, sur une période de 8 ans. Mais les remarques qu'ont formulées beaucoup des intervenants, c'est que l'action de redynamisation d'une ville, de reconquête d'espaces de friches, on sait que le temps de la reconquête des friches industrielles et administratives est un temps long, nécessairement. Eh bien, cette action-là, elle doit avoir comme caractéristique principale de s'étendre sur une durée minimale de 8 à 10 ans. Et c'est une remarque qui a souvent été formulée, avec parfois ce sentiment de la part de certains acteurs de rythmes qui ne sont pas toujours tenus avec la même vigueur tout au long de certains de ces programmes, et en particulier d'Action Cœur de Ville, qui est celui le plus mature, où en effet il y a pu y avoir parfois, à la faveur de réorganisation d'équipes à l'échelle nationale, un sentiment de petit trou d'air. Là où les maires qui portaient des projets avaient certains de ces projets qui arrivaient à maturité. Si je résume ces conditions de réussite, forte décentralisation de la décision et de la définition des projets dans le cadre de ces programmes nationaux. Deuxième condition de succès et des réussites, forte implication de l'ensemble des acteurs territoriaux et notamment du bloc communal dans son ensemble. Troisième caractéristique et nécessité, celle de raisonner, peut-être de corriger le raisonnement par strate démographique par un raisonnement plus nettement spatial et de façon plus assumée plutôt que par tiroir et par type de collectivité. Et nécessité, au-delà de l'extinction de ces programmes et notamment d'Action Cœur de Ville, de rester très mobilisé sur les sujets de commerce de centre-ville. La seconde partie de ce rapport constitue une synthèse des discussions destinées à les positionner dans le contexte historique, socio-économique et institutionnel qui les inspire. Enfin, j'ai souhaité ajouter au rapport, au nom de la délégation, mais aussi en mon nom personnel, un avant-propos permettant de récapituler les principaux enseignements de ces échanges, comme je l'ai fait à l'instant, et qui peuvent, je crois, constituer certaines pistes d'amélioration. Voilà, je vous remercie, mes chers collègues, de m'avoir écouté, et je vous donne tout de suite la parole si vous souhaitez intervenir sur tel ou tel aspect de ce rapport que vous avez normalement reçu lundi en fin de journée. Je dis ça parce que nos administrateurs ont travaillé dans un temps assez court, puisqu'il y a eu un mois pour le coup en parallèle d'autres missions d'information qui sont lancées. Et il est arrivé qu'on ait des délais encore plus courts, mais là, il y a eu au moins un jour franc, je dis ça en regardant Sébastien, un jour franc complet pour consulter le rapport. Voilà. Allez-y pour vos questions, vos remarques. Peut-être notre collègue député de Savoie a-t-il des réactions. Je ne sais pas si ta commune est petite ville de demain. Oui, alors moi j'ai pas reçu le rapport, donc je vais faire attention à ce que je vais dire. Alors, on a quelques villes qui ont essayé de bénéficier de ce projet-là, donc c'est un vrai succès, malgré tout. Alors, je ne sais pas si derrière il y a une suite qui est prévue, parce que je pense qu'il y a des points d'amélioration. J'ai quelques idées à proposer, mais donc j'arrive maintenant, donc c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est ça. Mais donc moi, ce que je peux dire, c'est que c'est quand même un véritable succès, malgré tout, et que ça a bien aidé les territoires. Donc voilà, je vais en rester là. J'ai pas lu le rapport. Voilà, j'ai écouté attentionneusement. Ce qui a souvent été souligné comme étant un facteur de succès, c'est cette mise à l'agenda généralisée. C'est-à-dire que beaucoup d'intervenants ont fait le constat que les moyens les plus importants mobilisés, notamment pour Action Cœur de Ville, avaient été des moyens d'opérateurs de l'État, plus que des moyens d'État directement, mais des moyens d'opérateurs de l'État, qui sont une des façons d'agir, et notamment de l'ANA,
d'Action Logement et beaucoup de la Caisse de dépôt et consignation, devenue Banque des Territoires. Et que cette mise à l'agenda du sujet ville moyenne avait plutôt bien fonctionné. C'est-à-dire que les maires concernés, les présidents de PCI, avaient senti nettement, entre l'avant et l'après, qu'il y avait une forme de mise en dynamique globale et que finalement leur sujet de revitalisation, qui jusque 2017-2018 était leur sujet, était devenu des sujets qui intéressaient beaucoup, bien au-delà de leur commune. Voilà. Et cette mise à l'agenda, elle a fonctionné et elle a produit des effets. Beaucoup sur les sujets, je le disais, du réinvestissement de logements vacants en centre-ville, beaucoup sur les sujets d'aménagement d'espaces publics, beaucoup sur les sujets d'équipements culturels, beaucoup sur les sujets d'équipements commerciaux, moins sur le sujet du commerce de centre-ville, qui n'est pas la même chose que l'équipement commercial, hein, et qui reste une interrogation. Puis vous le savez, sur Action Cœur de Ville, il y a eu la volonté de lancer la deuxième génération, sur lesquelles quelques doutes ont pu s'exprimer d'ailleurs lors des rencontres. Deuxième génération qui doit être consacrée normalement aux entrées de ville et aux quartiers-gares qui viennent en plus des objectifs initiaux d'Action Cœur de Ville. Juste un commentaire sur les villages d'avenir. Un des problèmes que les maires rencontrent, c'est un problème de temps pour constituer le dossier. Ça m'est arrivé, puisque le jour où le préfet a présenté ça, j'étais à cette réunion et je partais en déplacement pour 3-4 jours, voire un peu plus. Et j'ai pas eu le temps de constituer le dossier, alors que j'avais un vrai projet pour mon village. Et donc ça a été un des problèmes. D'ailleurs, il y a eu quelques communes qui ont présenté un dossier. Et alors, des communes un peu plus organisées, puisqu'il y a des maires qui sont assez dynamiques depuis une trentaine d'années dans notre secteur. Mais moi, j'avais pas le temps matériel de constituer le dossier. Et ça a été un problème pour les villages d'avenir. Et à mon avis, ça le sera pour les années pour plus tard. Oui, et malgré tout, il y a eu beaucoup de dossiers. Énormément. Énormément. Il va y en avoir d'autres. C'est pas destiné à rassurer notre collègue député de Savoie, mais pour avoir vécu Action Cœur de Ville dans ma ville, le délai pour envoyer les dossiers était également très court. Alors évidemment, quand on est une ville moyenne, on a des services, donc on peut le faire. On peut construire un dossier de redynamisation en 6 ou 7 semaines. On peut se dire aussi que souvent on met dans ce dossier de redynamisation des choses qu'on avait prévu de faire. On n'invente pas un projet politique pour une ville en 6 ou 7 semaines ou pour un village. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ou alors c'est préoccupant sur le plan démocratique. Mais je ne crois pas que ce soit vrai. Mais cette remarque, effectivement, est très fondée. Mais elle vient rencontrer ce que je disais sur l'intercommunalité. C'est-à-dire que parfois, quand l'interco a eu l'expérience d'Action Cœur de Ville ou de Petite Ville de demain, elle peut accompagner en termes de rédaction de dossiers. Souvent, il y a des services qui commencent à avoir l'habitude de travailler sur les dossiers territoriaux. Encore faut-il qu'il y ait une interco qui ait eu cette expérience. Oui, Emmanuel Mandon, cher collègue député de la Loire. Oui, merci, Monsieur le Président. Mais je rejoins effectivement la remarque qui vient d'être faite et puis que je vois que notre Président partage finalement. C'est vrai que c'est une démarche nouvelle, hein, donc il faut sa culture, enfin, il faut s'approprier, j'allais dire, la matière. Et pour peut-être aussi de nouveaux élus municipaux, ça ne va pas forcément de soi. Hein. De même que déjà on appréhende, quand on est élu municipal, il faut s'approprier la dimension intercommunale. Et ensuite, il y a ces démarches tout à fait particulières, enfin nouvelles, et innovantes et très intéressantes. Et moi, j'ai eu, comme président de parc naturel régional, à suivre justement la mise en place de petites villes de demain. Et je dois dire que tout ça s'est fait très vite et qu'il a fallu... là, le téléphone, il a chauffé, mais c'était intéressant parce que finalement, c'était une manière de sensibiliser des élus qui avaient des projets, mais qui ne savaient pas trop comment s'y prendre. Et là, je veux dire qu'on doit vraiment remercier les services préfectoraux qui jouent un rôle important. Parce qu'il faut leur réactivité, leur proximité avec les élus du territoire permet, à mon avis, de déclencher l'action. Et en même temps, il faut aussi penser que, je pense aux élus départementaux, régionaux,
des territoires, il faut arriver à les associer aussi. Et c'est là où on ne peut plus agir chacun dans son coin. Et vous avez insisté, je vois, la démarche, la gouvernance partenariale et décentralisée. Je crois que c'était très bien de le préciser dans le rapport. Je crois que c'est vraiment, à mon avis, une des orientations nouvelles qu'on doit donner à l'action décentralisée. Oui, il y avait aussi une dimension que je n'ai pas évoquée là à l'instant, mais qui était importante et qui a été soulignée dans le cadre des interventions, des rencontres, qui était l'aspect de mise en réseau. Alors bien sûr, il y a des associations d'élus, on les connaît tous, mais on peut dire que Action Cœur de Ville a permis ça. C'est-à-dire il y a eu un réseau des villes qui avait été retenu, qui a organisé des événements, qui se sont rencontrés, et beaucoup de maires qui ont pu faire ce qu'on appelle aujourd'hui du parangonnage, et c'est très, très précieux. Et en effet, il ne faudrait pas qu'à la faveur de l'élargissement, puisqu'il y a plus de petites villes de demain qu'il y a eu de villages d'avenir, et il y a plus de villages, enfin, qu'il n'y a eu d'Action Cœur de Ville, et il y a plus de villages d'avenir qu'il n'y a eu d'Action Cœur de Ville. Et donc, à la faveur de l'élargissement, cette logique de mise en réseau soit perdue, parce que c'était une des vertus qu'ont évoqué beaucoup des intervenants du 1er février. Sébastien, tu souhaitais... Oui, je me permettre, vu le format que l'on a, d'être peut-être un peu plus long que ce que j'avais préparé les 2 minutes, et donc d'être plutôt peut-être moins abrupt dans mes remarques. Rappeler... Oui, ben, on va voir. Absolument. Rappeler, voilà, sur le territoire sur lequel je suis, qui cumule en fait beaucoup de ces dispositifs-là, puisque... on est en politique de la ville, une petite ville sous-préfecture, 8000 habitants, Lodève. Donc c'est presque la moitié de la ville qui est en politique de la ville, mais c'est aussi pas Action Cœur de Ville, c'est aussi Petite Ville de demain, Bourg-Centre, Centre-Bourg, qui se sont cumulés, et puis d'autres dispositifs qui se sont cumulés, qui existent par ailleurs. Dire une première chose, c'est que l'ensemble de ces dispositifs, en fait, a eu un effet positif. Je crois c'est déjà dans le débat public de poser la question de cet ensemble de tissus urbains et suburbains, c'est-à-dire rural, qui n'existaient pas dans les politiques publiques. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut dire qui est un élément important. Mais je voudrais attirer l'attention sur les points faibles, d'ailleurs, qui ont été notés et qui rejoignent un peu ce que je vais un peu tracer ici. Parce que si on voit bien que c'est utile pour les territoires qui ont été mobilisés, qui ont été sélectionnés pour Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain et Village d'avenir, si on peut voir que quand même, et ça a été rappelé, qu'il y a de nombreux acteurs qui sont désireux quand même de voir transformer ces territoires et qui se mettent en réseau, je crois qu'ils entérinent quand même un échec pour l'instant en creux de l'aménagement du territoire. Et ça a été un peu dit plus précisément de l'ensemble du territoire. C'est un aménagement qui nous semble toujours un peu délaissé en fait sur un plan national, et qui... Parce que longtemps, il a été construit autour de la question des métropoles et de la concurrence internationale. Et je crois que la disparition de l'ingénierie dans les services déconcentrés de l'État est la marque, en fait, de ce manque de vision. J'affine mon propos par la disparition de l'État de manière déconcentrée, et l'attribution des crédits d'ingénierie pour venir suppléer ce manque, et ça a été rappelé il y a quelques instants, c'est parce qu'on a un manque d'ingénierie auprès de l'État qu'il a été difficile d'aller chercher des financements. Et donc, en fait, on est en train de reproduire à une échelle plus petite les logiques de concurrence et d'attractivité des territoires. Donc je vais aller un peu plus sur un fond un peu plus philosophique, un peu plus géopolitique, enfin pas géopolitique, mais géographique de l'aménagement des territoires. Et donc ce sont finalement ces appels à projets, ils ont permis d'écarter près de 88% des communes de l'ensemble de ces dispositifs. Sauf que je crois qu'on est dans une période de stagnation économique et de décroissance démographique. Il faut penser le développement endogène des territoires. Il faut arrêter de croire que le salut viendra de l'extérieur.
Alors ici, je plaide pour une planification du développement des territoires organisée autour d'un État qui soit opératif dans les départements. Ce sur quoi je souhaite aussi attirer l'attention, c'est la cohérence des politiques de renforcement d'attractivité qui visent à réparer en fait ce que la politique publique peut détruire de manière plus globale. Par exemple, comment on peut avoir une politique de revitalisation de l'habitat dans les zones en déprise sans un plan massif sur les transports ou la réindustrialisation. Comment on peut renforcer le commerce de centre-ville sans pointer la concurrence déloyale des plateformes Internet ou la poursuite de construction de zones commerciales en extérieur qui continuent, et on le voit, se développer sur nos territoires. Est-ce qu'on peut penser qu'il soit vraiment efficace de soutenir les petites villes qui ont leur habitat dégradé et insalubre, qui offrent en fait une solution malheureuse de repli aux personnes qui ne trouvent pas de logement social, quand en même temps, on a une absence de politique publique sur le logement social, et une dégradation de la vie des plus pauvres. Donc, la logique de dispositifs par rapport au projet, elle met aussi de côté le développement de solidarité horizontale entre les territoires et de coopération plutôt que de concurrence. Enfin, si les moyens d'ingénierie mis à disposition, il y a une réflexion à avoir aussi sur la gestion RH des chefs de projet. Parce que bien souvent, ils quittent les postes. Il y a un encadrement à avoir, il y a un accompagnement, parce que ce ne sont que des missions et pas des postes qui perdurent. Donc, d'où la nécessité d'avoir un État qui permet de faire perdurer cette expérience. Donc, nous ne voyons pas venir, surtout les moyens supplémentaires qui permettent d'aller dans le dur des programmes. N'est-ce pas absurde de faire des procédures complexes, on vient de l'entendre, qui nécessitent d'avoir des personnes pour aller chercher des financements de droit commun qui, sans cela, dormiraient. Donc, si finalement la logique des petites villes demain, Action Cœur de Ville et Villages d'avenir amorce un réaménagement du territoire, notre approche, il me semble que nous approchons un peu de l'impasse de l'investissement massif et structurel, et nous appelons plutôt à une planification spatialisée, ça a été dit, de l'aménagement du territoire. Merci. Merci, chers collègues. Bon, je partage cette remarque sur la spatialisation. Ça, c'est sûr que c'est la limite, et c'est l'invitation peut-être à nuancer le raisonnement par strate démographique. Je le disais, je voyais certains d'entre vous qui ouvraient des gros yeux à l'idée que Trappes et Bayonne étaient dans la même catégorie du point de vue des politiques de redynamisation. C'est sûr que c'est assez surprenant. Pour autant, je voudrais dire que si on regarde sur une frise en face de ces politiques de relance d'une forme d'aménagement du territoire, ce qui s'est passé dans notre pays en termes d'initiatives par ailleurs, ceci pour contrebalancer un peu le discours d'une forme de contradiction que vous installiez un peu dans le débat. Les accords, je prends quelque chose que je connais bien, les accords pour sauver les lignes, ce qu'on appelle de desserte fine du territoire, les UIC 7 à 9 en matière ferroviaire, qui commencent à être signés en février 2020, le premier d'ailleurs signé dans le département dont je suis l'élu à l'époque. C'était une façon de décliner là où auparavant on faisait semblant de bien entretenir tout seul, et en fait on n'entretenait pas et on laissait mourir. Il y avait cette logique, parce que ces lignes de desserte fine du territoire, par définition, elles innervent les villes moyennes. L'ouverture de nouvelles sous-préfectures, il y en a 7 qui ont été ouvertes en France. Depuis combien de temps est-ce qu'on n'avait pas vu ça ? L'annonce sur les 238 brigades de gendarmerie, il y en a déjà qui sont en cours de création en ce moment. C'est tout à fait inédit comme mouvement. Donc je partage ce que vous dites sur le fait que vous l'avez appelé l'intégration dans le débat politique. Moi, j'ai parlé de mise à l'agenda. C'est indiscutable. Il y a quelque chose qui s'est passé avec ces programmes. C'est-à-dire que le sujet de la déshérence des centres-villes, des villes moyennes ou des petites villes, à l'ombre de la cathédrale Saint-Fulcran, par exemple, à Lodève, c'était un sujet qui était peu présent dans le débat public, ou pas assez, avant 2017-2018. Ça, c'est une réalité. Et que ces programmes ont mis à l'agenda et ont mis dans le débat public, avec des succès dans un certain nombre de villes et d'autres moins prégnants. Et la limite de ce qu'on s'est dit sur la spatialisation et sur la planification, c'est aussi une des conditions de succès que j'ai pointées, c'est-à-dire la nécessité que ce soit des projets locaux. Moi, je ne crois pas que les élus
locaux aient envie, que notre nouveau collègue député de la Savoie ait envie que dans son village, qui demain sera peut-être éligible à Village d'Avenir, parce qu'il aura eu plus de temps son équipe municipale aura eu plus de temps pour construire un dossier, qu'ils aient envie que l'État arrive en leur disant chez vous, il faudrait faire ça. Je pense que une des choses... Et c'est ça... Non, mais je précise. Et donc, c'est ça la limite parfois de la notion de planification. C'est-à-dire que là où ça a marché, je parle pour Action Cœur de Ville, on a déjà un peu un bilan. Petite Ville de demain, c'est un peu court. Et Village d'Avenir encore plus. Là où ça a marché, c'est là où il y a eu des initiatives locales très fortes et auxquelles ont répondu des mobilisations de moyens d'État ou d'ingénierie d'opérateurs de l'État ou de financement d'État. Les études portées à 100% par la Caisse des dépôts et consignations, je peux vous dire, dans les villes moyennes, on n'en voyait pas souvent avant 2018. Et on en a vu beaucoup après 2018. Et bien, où ça s'est produit comme ça, un projet et une réponse. Et pas forcément quelque chose qu'on vient calquer une vision d'État. C'est d'ailleurs une des questions qu'on peut se poser. On a parlé de la transformation des opérateurs et la création de la NCT. Est-ce que ce qui a fait que Action Cœur de Ville a réussi est bien parti? C'était pas justement une forme de souplesse et une faible institutionnalisation du programme, une sorte qu'aujourd'hui on est peut-être dans quelque chose d'un peu plus institutionnalisé, donc d'un peu plus classique au sens des politiques publiques qui sont conduites. Mais voilà. Oui, allez-y, chers collègues. Et je vois que notre collègue Didier souhaite à nouveau prendre la parole. Oui. Non, vas-y. Ah, pardon. Non, quand je dis bien évidemment, il ne s'agit pas de faire à la place des communes. Quand je dis l'État qui concentre, notamment dans les départements, parce que l'État déconcentré dans les départements est très lisible, contrairement aux opérateurs de l'État pour les élus. Voilà, c'est bien sûr d'avoir un appui. C'est ça, bien sûr, le propos. Donner un exemple. Je parlais effectivement de ce que je connais, donc sur l'ODEV, sur des opérations RHI, Tirori, de ce type qui sont extrêmement lourdes. Sur l'ensemble, sur presque 10 ans, je crois que c'est 8 logements qui vont sortir. Donc sur les 400 ou 500 qui seraient nécessaires, sur lesquels il faudrait agir. Donc on voit bien que oui, c'est bien, ça n'aurait jamais été fait sans l'ensemble de ces dispositifs, mais on n'est pas à la maille car il faut rentrer dans le dur. Et là, rentre la difficulté. Et payer de l'ingénierie pour aller chercher des crédits ANA qui existeraient par ailleurs, mais parce qu'en fait, on ne sait pas comment les mobiliser et aller faire les dossiers ANA, c'est parfois extrêmement complexe. Il y a quelque chose qui bloque là-dedans, qui ne nous permet pas d'être efficace, parce que pendant que les dossiers se font, l'habitat continue à se dégrader. Et donc, du coup, c'est une vraie problématique. Ce n'est pas simplement une forme pour faire parler une sorte d'opposition. Il y a réellement une problématique de fond à aller instruire et ne pas être finalement dans ce qui était au départ une expérimentation, y aller petit pas à petit pas. C'est ça, Action Cœur de Ville. On va tester, on va faire des essais-erreurs. Et l'idée, c'était de systématiser après. Je crois qu'il va falloir arriver au moment où on systématise des politiques publiques qui sont expérimentées, village d'avenir, cœur de ville et petite ville de demain. C'était des expérimentations. Maintenant, il faut passer à une échelle plus large. Il y a des outils. Il y a un facteur qu'on n'a pas évoqué, qui est parfois la répugnance des élus locaux à se tourner vers des outils qui créent une forme d'obligation. Or, Action Cœur de Ville, plus d'ailleurs que Petite Ville de demain, même si Petite Ville de demain aussi à travers les ORT et Action Cœur de Ville, a mis à disposition des maires certains de ces leviers. Quand on parle des opérations de revitalisation des territoires, la possibilité qui a été donnée à travers le programme à des maires de ville-centre de s'opposer à des extensions de surface commerciale, y compris dans des communes situées à l'extérieur de leur banc communal, cette possibilité, elle n'existait pas en droit jusque-là. Mais elle a été peu saisie.
De même, ce qui a été donné dans le cadre des OPA HRU ou des opérations effectivement sur l'habitat intermédiaire que tu évoquais, de contraindre à réhabiliter, mais aujourd'hui, ces leviers sont dans la main des maires. Ils peuvent, au bout d'un certain temps, choisir de réhabiliter de façon lourde ou même sur des programmes de ravalement de façade. Il est tout à fait possible, dans le cadre d'Action Cœur de Ville, de dire à la fin, vous êtes obligé, vous le faites. Bon. Sauf que l'activation effective de ces leviers réglementaires puissants qui ont été mis dans la main des élus locaux a été assez faible et marginale. Donc c'est vrai. Donc c'est pas faute d'avoir donné la capacité à décider. Tu souhaitais réintervenir Ouais. Non, moi je voulais juste dire que les élus locaux savent ce qu'ils ont à faire. Ils ont plein de projets en tête. Il faut simplement les aider un peu dans la phase de construction de dossiers. En général, c'est les problèmes qu'on rencontre, mais on sait exactement ce qu'on a à faire. Donc en fait, il ne s'agit pas de déléguer à l'État. Et pour que l'État nous dise ce qu'on a à faire, il faut faire confiance et essayer de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent monter les projets. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, notamment en milieu rural. D'autres demandes de prise de parole, oui. Stéphane Buchou, monsieur le député de la Vendée, je te donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Non, simplement, d'abord pour évidemment saluer la qualité des échanges, des travaux, saluer le travail qui a été fait au travers de ce rapport et simplement pour souligner quelques points très rapides. D'abord dire que globalement, ce sont des dispositifs qui ont connu, connaissent, et je l'espère connaîtront, un vif succès. Et je pense qu'il ne faut pas être avare de le dire. Parce que c'est un mal très français que parfois critiquer. Bon, voilà. Mais il faut aussi savoir dire quand ça marche. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des trous dans la raquette. Et évidemment, certains ont été pointés à juste titre. Donc c'est parfois bien de remettre la mairie au milieu du village. Premier élément. Deuxième élément, très simplement, et vous l'évoquez à la fin du rapport, ces dispositifs sont justement victimes de leur succès et vont, ça a été évoqué aussi, je le dis avec ces mots-là, être étendus. La question qui se pose derrière, c'est est-ce que de votre point de vue, vous y avez déjà plus ou moins répondu, mais est-ce que de votre point de vue, l'État a les moyens de l'extension, et si oui, quelle extension ? Parce que si on a énormément de candidats, nonobstant les difficultés d'ingénierie, est-ce que l'État et ses opérateurs sont en mesure, selon les critères qui seront peut-être revus, j'en sais rien, de répondre à la demande ? Alors d'abord, vous avez raison de dire, je l'ai dit, qu'il y avait un incontestable succès. C'est-à-dire que dans le rapport, c'est écrit très nettement, et c'est quelque chose dont je quitte un peu ma neutralité de président de la délégation pour le dire, dont on peut se féliciter, y compris en tant que député de la majorité. C'est un succès indiscutable de politique de redynamisation et de politique d'aménagement du territoire, notamment pour Action Cœur de Ville, pour lequel on a déjà un recul, et tout le monde était, quelles que soient les sensibilités des uns des autres, unanime dans ce constat. Donc, du succès, là où il y avait une forte implication des élus locaux dans le projet. Parce qu'il y a aussi des endroits où ça n'a pas marché, mais personne n'a dit que là où ça n'avait pas marché, c'était la faute de l'État, pour une fois. Et sur la deuxième question que vous posez, je ne la poserai pas en termes de... C'est même pas un sujet de moyens. C'est que quand trop de choses, trop d'espaces deviennent prioritaires, c'est difficile de maintenir une mobilisation de tous les acteurs qui soient spécifiques dans ces territoires. Et c'est une vraie question. Et donc, c'est le risque qui peut être couru. Et
Et c'est le risque d'une forme d'installation dans quelque chose qui n'est plus un programme. Et derrière programme, on entend projet, où tout le monde considère et où l'écosystème des acteurs publics parle de tel exemple, de telle ville, et où on se met à parler de Fontenay-le-Comte ou de La Roche-sur-Yon dans des endroits, rue de Lille, où on en avait peu parlé jusque-là. Et la difficulté, quand on finit par avoir 6, 7 fois, 8 fois plus de bénéficiaires, à maintenir tout le monde dans l'écosystème. Et où forcément, c'est ce pilotage d'abord, pour essayer de répondre de façon précise, ce pilotage, il se fait nécessairement de façon vraiment par le biais de l'État déconcentré, là où il y avait un vrai élan national, je dirais, de parangonnage entre les différentes communes jusque-là. Ce parangonnage, il ne pourra pas avoir lieu dans Village d'Avenir à l'échelle nationale. C'est trop nombreux, c'est trop compliqué. Et où, effectivement, il y a un risque que, mais pas seulement pour des raisons financières, mais que pour des raisons humaines d'abord, que les acteurs ne puissent pas s'impliquer de la même façon parce qu'il y a trop de projets et trop de difficultés. Donc c'est le risque de la banalisation qui est couru. Et donc on peut se dire qu'il y aura des secondes vagues, des troisièmes vagues, même si ce vocabulaire depuis la Covid-19 est devenu un vocabulaire un peu dangereux, mais et plus seulement balnéaire, monsieur le député de Vendée, mais c'est le risque de se dire qu'effectivement, à force d'étendre, on finit par ne plus savoir qui n'est pas prioritaire. Dans le fond, c'est parfois ça pourrait être à la fin la question que les non prioritaires lèvent le doigt. Donc c'est un risque en termes notamment de moyens humains. Et puis il y a des ruralités, c'est un peu comme les villes moyennes. Il y a des ruralités riches en France, ça existe, et donc on peut pas. On retouche le sujet de la strate démographique comme étant ne pouvant pas être le seul levier d'appréciation. Est-ce qu'il y a d'autres volontés d'intervention? Alors, je dois vous faire. J'aime bien quand le souci de la démocratie vient de la part de l'administration de l'Assemblée nationale, dont c'est finalement la raison d'être, la démocratie. Donc je dois vous demander formellement d'approuver la publication de ce rapport. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc on autorise la publication au nom de la délégation. Vous avez vu, on a tenu 1 heure, tout pile, c'est pas mal. Et donc, je vous rappelle que la semaine prochaine, on auditionnera Madame Anne-Claire Mialot, qui est directrice générale de l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Donc on changera complètement de sujet. On quittera, même si il y a des programmes en rue dans les villes moyennes, on quittera les espaces ruraux, en tout cas pour aller dans ce qu'on appelle souvent les quartiers. Voilà. Merci à toutes et à tous.